Bonjour à toutes, bonjour à tous, moi c'est Dimitri de BookWidgets et aujourd'hui je vous présente BookWidgets et le cadre Teachcomp Edu. Ça sera un webinaire peut-être un peu différent de ce que vous avez l'habitude de voir quand vous avez déjà assisté à un webinaire BookWidgets. Ça sera peut-être un tout petit peu plus théorique parce que voilà, il faut comprendre le cadre Teachcomp Edu et comment BookWidgets peut s'aligner à ce cadre, mais je vais quand même essayer de vous montrer de nombreux exemples tout au long de ce webinaire. Ceux qui ne connaissent pas encore BookWidgets et qui ont peut-être trouvé ce webinaire parce qu'on parle de Ditchcomp Edu, BookWidgets c'est un outil numérique, un exerciceur avec plus de 40 types d'exercices, avec des intégrations dans des plateformes numériques comme Teams, Moodle, Classroom, Smart School et ainsi de suite, avec une fonction live et un tableau de bord pour le suivi des réponses des élèves et la correction et le feedback. Donc ça, c'est le côté Book Widgets. Et puis, qu'est-ce que Ditchcomp Edu? Ça sera le premier chapitre de ce webinaire. Et puis, je vais vous expliquer comment Book Widgets s'intègre ou s'aligne par rapport à ce cadre. Et puis, on va passer en revue en long et en large les 6 domaines du Ditchcomp Edu. Alors, qu'est-ce que c'est ce mot un peu bizarre, hein, qui est une abréviation, les compétences digitales numériques, hein, pour l'éducation. C'est un cadre qui a été développé par une organisation liée à la Commission européenne. Et ce cadre, vous le voyez à l'écran, il y a plusieurs représentations visuelles. Mais en gros, l'idée, c'est de proposer 22 compétences aux enseignants pour se développer en termes de numérique et enseigner avec le numérique. Et ces 22 compétences, c'est pas juste une longue liste de compétences, et elles ont été classées dans 6 domaines. C'est applicable dans tous les pays et dans tous les systèmes, tous les niveaux éducatifs. Ça a été développé par l'Union ou la Commission européenne. Mais si vous êtes enseignant au Québec ou en Suisse, bah, vous pouvez tout aussi bien utiliser ce cadre parce que ce sont vraiment des compétences qui fonctionnent dans chaque pays, dans chaque région et pour chaque système éducatif. Et franchement, il y a peut-être un moment où vous dites c'est encore un énième cadre théorique, mais pour l'avoir étudié un peu, ce sont 22 compétences qui ont une logique, et sinon on n'aurait pas fait ce webinaire. Je pense que c'est un cadre qui est assez bien fait. Si vous voulez passer en revue peut-être là où vous en êtes personnellement ou dans votre école, mais ce cadre peut servir pour faire une réflexion, pour évaluer et pour trouver des points d'amélioration. Pour les 22 compétences, quand on va vraiment creuser, on va retrouver des cadres détaillés avec une explication pour chaque compétence. On peut aller encore du niveau A1 jusqu'à C2. Ceux qui connaissent le cadre pour l'apprentissage des langues ben, reconnaissent le système parce que là aussi, il y a un système européen qui va de A1 à C2, où C2 est le niveau le plus élevé. Ici, vous avez ce même cadre et en plus détaillé. Comme je disais, il y a 6 domaines et donc vous allez retrouver les compétences par domaine. La première colonne à gauche, c'est lié à l'engagement professionnel, donc plutôt comment vous, en tant qu'enseignant, comment est-ce que vous vous organisez, qu'est-ce que vous faites en termes de collaboration. Et puis la colonne à droite, c'est plus sur comment former mes élèves au numérique. Et tout ce qui se trouve entre ces deux extrémités, ben, ça, c'est plutôt les compétences pédagogiques et numériques dans ces 4 domaines que vous voyez là. Là, c'est en anglais, mais on a un peu plus loin, peut-être même ici, voilà, un lien. Et comme toujours, vous allez recevoir la présentation avec tous les liens. Et ceux qui regardent sur YouTube, n'hésitez pas à nous contacter pour obtenir la présentation avec tous les liens. Vous avez un document. Ah non, ça c'est encore en anglais. Ça c'est le site officiel. Un peu plus bas, vous aurez un document en français que je vais vous montrer aussi.
Voilà, ici, vous avez encore les niveaux dont je parlais, donc de A1 jusqu'à C2, et on a des termes pour chacun des niveaux, mais là, on va pas entrer dans les détails ici. Vous avez la même chose en français. Mais ce qu'on a fait, c'est on a créé un quiz avec une auto-évaluation qui vous permet de faire un test pour chacun des compétences, chacune des compétences. Vous pouvez regarder ici et faire votre auto-évaluation. Moi, en tant qu'enseignant, quand on parle de communication organisationnelle, désolé, c'est pour l'instant, j'ai qu'une version en anglais, mais est-ce que je suis plutôt expert, plutôt explorateur? À vous de choisir. Donc, ça peut être un outil pour s'auto-évaluer et pour voir où vous avez des points d'amélioration. Ça peut toujours servir. Comment est-ce que BookWidget s'intègre dans ce cadre? Je vais juste encore revenir un peu ici, parce que le lien vers le document francophone, est-ce qu'il est là? Voilà. Là, c'est un document qui a été composé notamment par certaines personnes liées au centre IFA PME. Donc, c'est un document qui explique très bien en français le cadre d'Hitchcock Edu et aussi chacune des compétences. Vous aurez des exemples en français. C'est un peu long, je ne vois pas pourquoi. Je vais mettre le lien dans le chat. Comme ça, vous pourrez regarder. Peut-être que chez vous, ça va se charger plus rapidement. On y est presque, donc je vais attendre encore un tout petit peu. Voilà, on y est. Donc là, on a le PDF qui fait 36 pages, où vous avez une explication du contexte, mais aussi vous avez ce même cadre que vous avez vu tout à l'heure ici en français. Voilà, c'est celui-là. Alors, comment est-ce que BookWidgets s'intègre dans ce cadre? Imaginons que vous dites, OK, Ditchcomp E2, je suis convaincu et je veux l'appliquer. En quoi est-ce que BookWidgets peut-il m'aider? Ben, parmi les 22 compétences, on en a trouvé 5 qui s'alignent parfaitement à BookWidgets. Et je vais vous les présenter, hein. Et les 5 viennent de différents domaines, donc ça c'est intéressant. Vous avez déjà, en utilisant BookWidgets, travaillé sur les différents domaines. Et l'ordre ici, c'est un peu un ordre, ben, c'est le même ordre dans le cadre. Donc, c'est pas forcément que le 1.2 est aussi celui qui est le plus présent dans BookWidgets. Mais le 1.2, c'est la collaboration professionnelle. BookWidgets facilite la collaboration entre les enseignants, notamment via les groupes. Vous pouvez collaborer dans les groupes avec vos collègues, mais aussi avec la communauté entière de BookWidgets. Donc voilà déjà un exemple très concret comment vous pouvez travailler sur cette compétence 1.2 en utilisant beaucoup de jets et peut-être que vous le faites déjà. Le 2.2, ben, là on est à 100% dans ce que propose beaucoup de jets, hein. Il y a une compétence qui s'appelle créer et adapter du contenu numérique. Ben, c'est ce que permet de faire beaucoup de jets. C'est tout le sens de beaucoup de jets, c'est la création de contenu en tant qu'enseignant. On a les 40 types de widgets et les 37 types de questions, donc plein de possibilités. Et voilà, ici, on peut passer aussi du niveau A1 jusqu'à C2. On peut aller très loin, vous le savez. Enseigner avec des outils numériques, là aussi, ben, c'est très logique. Si vous utilisez beaucoup de jets dans votre enseignement, vous travaillez sur cette compétence. Donc, je ne peux pas dire beaucoup plus sur celui-là. Stratégie d'évaluation, ben, très souvent, beaucoup de Jets va servir aussi pour une évaluation formative et parfois même certificative ou sommative. Donc, si vous le faites, ben, on est en plein dedans aussi dans cette compétence 4.1. Et je pense que logiquement, le 5.3, engagement actif des élèves, ben, ça se fait assez naturellement aussi avec beaucoup de Jets si vous faites des activités un peu interactives et vous variez un peu avec les types de widgets et les types de questions et vous intégrez de temps en temps
des vidéos ou d'autres ressources multimédia, mais les élèves vont être encore plus engagés. Les 6 domaines, et on va vous présenter des exemples par domaine. Donc, on va passer en revue les 22 compétences par domaine. Je viens de vous le présenter, donc on a repéré 5 compétences qui sont très proches de ce que propose BookWidgets. Il y en a d'autres où on peut aussi travailler sur ces compétences-là en utilisant BookWidgets. Parfois, c'est peut-être un peu plus, un peu moins logique, un peu plus créatif, notre interprétation de cette compétence. Et je vais être honnête avec vous, hein, parce que c'est logique qu'on ne peut pas couvrir les 22 compétences, mais parfois, on a quand même trouvé moyen de vous proposer quelque chose, même si c'est peut-être pas à 100% dans la nature de BookWidgets. Donc voilà, on va passer en revue tout cela avec des exemples. Premier domaine, c'est l'engagement professionnel avec comme première compétence la communication organisationnelle. C'est plutôt le rôle d'une plateforme numérique, hein, un LMS, pour utiliser le terme anglais, Learning Management System. Pensez à un Moodle ou à un Smart School ou un Kabanga. Ça, ce sont des outils que vous utilisez pour organiser la communication de l'école. Euh, donc, c'est plutôt dans ces plateformes-là que vous allez travailler cette compétence-là. Mais cela dit, on peut le faire un tout petit peu avec BookWidgets quand même parce qu'on a nos listes de contrôle et on a aussi notre WebQuest. Ici, on a un exemple en anglais sur une excursion qu'on va faire et pour communiquer toutes les informations pratiques aux élèves et aux parents, ben, on a créé un WebQuest. C'est pas peut-être l'objectif principal ou l'objectif numéro un du WebQuest. Normalement, c'est plutôt pour travailler certaines compétences avec les élèves. Mais ici, voilà, on a créé en quelque sorte un simple site web avec le WebQuest. Et donc, il y a aussi le planning de l'excursion et une checklist des choses à emporter pour l'excursion, hein. Donc, voilà, là, on est quand même en train d'organiser la communication et ainsi de suite, avec aussi les numéros d'urgence. Donc, un exemple, mais voilà, c'est pas l'objectif principal de BookWidgets, contrairement au 1.2 qu'on a déjà abordé, hein, collaboré dans les groupes de BookWidgets. J'ai mis comme lien le webinaire vers ou le lien vers l'enregistrement du webinaire qu'on a fait sur collaborer dans les groupes. Donc, si vous n'êtes pas encore familier avec les groupes, je vous invite à regarder ce webinaire. Sinon, j'ai mon écran qui est un peu bloqué. Je peux vous montrer dans BookWidgets même, il y a un onglet qui s'appelle Collaborer. Donc, si vous allez ici, vous allez retrouver des groupes. Il y a notamment le groupe Langue moderne Belgique qui est très actif et où on peut trouver plein de ressources toutes faites. Vous pouvez les dupliquer, vous pouvez les modifier et vous pouvez aussi y apporter vos propres créations. Voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais sachez que c'est possible. Pratique réflexive pour vous en tant qu'enseignant. Donc, l'idée de cette compétence, c'est que vous, en tant qu'enseignant, vous allez réfléchir sur votre enseignement et que vous allez utiliser des outils numériques pour cette pratique réflexive. Là, BookWidgets n'est pas forcément l'outil numéro un pour le faire, même si il y a l'exemple que je vous ai montré déjà tout à l'heure. Hein, ici, notre quiz avec différentes grilles d'évaluation qui permettent de s'auto-évaluer en termes de compétences d'Itchcomp Edu. Par contre, le 1.4, développement professionnel continu numérique, hein, c'est le fait de rester au courant de ce qui se passe et en suivant des formations, que ce soit en présentiel ou en ligne. Ben, si vous êtes là, même si c'est en différé, ça veut dire que vous travaillez cette compétence-là, hein, et donc, on vous félicite. Et j'ai tout simplement mis le lien vers nos webinaires, vous le savez. Vous pouvez vous inscrire ici et vous avez un peu plus bas tous les enregistrements de webinaires précédents. Donc,
Je pense que voilà, si vous êtes là, je ne dois pas vous l'expliquer. Deuxième domaine, ressources numériques. Ben, l'idée de cette compétence, c'est de sélectionner les bonnes ressources numériques en fonction des besoins de vos élèves et en fonction des objectifs d'apprentissage. Et ça, parfois, on voit des enseignants quand ils passent au numérique, qui aiment bien faire des jeux interactifs, mais parfois on oublie un peu quel est l'objectif pédagogique derrière. Est-ce que c'est juste pour ajouter de l'interactivité? Ok, c'est un début, mais il ne faut pas oublier les objectifs pédagogiques qui sont derrière. Il ne faut pas faire du numérique pour faire du numérique. Voilà. Donc comme ça, il faut toujours être un peu critique. Et voilà, si vous choisissez un outil, il faut être très critique. Et on a créé une checklist qui permet de vérifier ou de poser des questions sur l'outil que vous comptez utiliser. Est-ce qu'il est user-friendly? Est-ce que, il ajoute de l'interactivité? Est-ce qu'il y a des ressources toutes prêtes ou est-ce qu'on doit tout créer par soi-même? Est-ce qu'on peut envoyer du feedback ou pas? Ça, c'est une grosse différence, un gros atout de beaucoup de Jets qu'on ne retrouve pas dans tous les outils. Est-ce qu'il s'intègre dans la plateforme numérique de l'école et ainsi de suite? Donc, vous avez ici une checklist qu'on avait fait pour un article de blog de 17 articles. 17 points à vérifier. Le 2.2, on l'avait déjà abordé, hein, création et modification du contenu numérique. C'est ce que beaucoup de jets permettent de faire, donc je ne vais pas entrer en détail. Vous avez ici notre feuille de travail que vous connaissez avec, je pense, si vous ne connaissez pas, ici on a créé une feuille de travail avec tous les types de questions qui existent et donc, voilà, ça permet de varier, d'utiliser des types de questions qu'on ne trouve pas ailleurs, qu'on ne pourrait même pas faire sur du papier. Donc ça, c'est intéressant aussi. Le 2.3, c'est la gestion, la protection et le partage des contenus ou des ressources numériques. Donc, trois en une. Par gestion, on entend la façon de gérer, donc de structurer le contenu. Dans beaucoup de Jets, on peut créer des dossiers, on peut partager le contenu de manière structurée aussi dans la plateforme numérique, hein. Dans la plupart des plateformes, il y a un moyen de partager des widgets et d'autres types de contenus de façon organisée. Protection, ben, c'est important parce qu'on utilise, on travaille avec des données des élèves. Et sachez que si vous êtes entre de bonnes mains chez beaucoup Jets, parce que on est une entreprise belge, donc on est obligé de suivre le RGPD, mais même sans cette obligation, j'ose dire que la priorité est donnée à la protection de vos données et des données des élèves aussi. Vous avez le lien ici vers notre police de vie privée, donc n'hésitez pas à nous contacter si vous avez la moindre question ou la moindre doute sur quelque chose. Et c'est important à vérifier pour chaque outil que vous utilisez. Et quand vous partagez des ressources, ben, c'est aussi à vous, en tant qu'enseignant, de respecter les réglementations, notamment en matière de protection de la vie privée, mais aussi des droits d'auteur. La bonne nouvelle, c'est que quand on ajoute une image dans son compte BookWidgets, par exemple, je vais revenir sur mes widgets et je vais créer une feuille de travail avec un QCM. Quand je vais ajouter une image, peu importe où j'ajoute une image dans BookWidgets, je peux trouver une image en ligne. Et ici, ce que vous voyez ici, c'est Pixabay. C'est une banque d'images libre de droit d'auteur. Quand je cherche Bruxelles, je vais retrouver des images de la ville de Bruxelles qui sont libres de droit d'auteur. Vous le voyez en bas. Pardon, en bas à droite. Petite nouveauté, rien à voir avec le contenu de ce webinaire, mais je tiens quand même à vous le présenter. On a une petite nouveauté. Quand vous ajoutez une image, vous avez aussi une option sélectionner une image récente. Donc ça vient d'être ajouté. Voilà.
On arrive déjà dans le troisième domaine, enseignement et apprentissage, enseignement avec les outils numériques de manière pertinente, comme je disais, pas faire du numérique pour faire du numérique, mais voilà, on va numériser les cours et BookWidget propose, vous le savez, plus de 40 types d'exercices, on les appelle les widgets, et encore 37 types de questions que vous pouvez utiliser pour toutes sortes d'applications pédagogiques. Adaptez votre utilisation à votre niveau d'expertise, hein. Vous êtes peut-être déjà plutôt avancé si vous suivez ce webinaire, mais ça prend un certain temps et là, on le sait bien, beaucoup de jets, parfois quand on commence, quand on est débutant, parfois on a beaucoup d'options et parfois il y a beaucoup de types de questions et donc il n'est pas toujours évident de trouver, de savoir par où commencer. Et donc c'est aussi bon à savoir quand vous guidez un peu vos collègues qui débutent de leur dire c'est normal, on va le faire étape par étape. On va commencer par les types de widgets et les types de questions plus simples. Peut-être faire ce que vous avez l'habitude de faire en version papier en numérique, donc des QCM, peut-être des questions ouvertes, et puis passer par après à d'autres types de questions, d'autres widgets, utiliser des options plus avancées. Et le niveau C1, C2, ça correspond à faire des web quests et des parcours d'apprentissage. Et tout ce que je viens d'expliquer, ça s'aligne avec un autre modèle qui, peut-être vous avez déjà entendu le nom, c'est le SAMR. C'est un modèle pour l'intégration de la technologie. Et le S, ça veut dire substitution, c'est ce que je viens de dire. Vous commencez par substituer, par remplacer ce que vous avez l'habitude de faire en papier, vous le mettez en numérique. Et puis ce n'est que dans les étapes suivantes que vous allez faire une transition et faire des choses plus avancées. Enseignement et apprentissage, on reste dans ce domaine 3. La compétence 3.2, orientation, c'est orienter les élèves dans leur processus d'apprentissage. Dans BookWidgets, on a la fonction live. Vous avez le lien vers le webinaire qui a été fait auparavant. Pour ceux qui ne connaissent pas la fonction live, je vous le montre ici. Quand vos élèves travaillent sur un exercice, vous avez la possibilité de suivre en direct les élèves. Ça permet de voir si certains élèves sont plus rapides et d'autres peut-être plus longs, ou s'il y a des élèves qui font plus d'erreurs, on peut peut-être aller les aider ou demander à un élève qui est plus fort d'aller aider son camarade de classe. Ça permet de différencier, mais donc c'est déjà un moyen d'orienter les élèves. Et puis vous avez toutes les options de feedback, on va y revenir tout à l'heure. On a fait des webinaires sur ces deux thèmes, donc n'hésitez pas à les regarder si vous souhaitez savoir plus sur ces thématiques-là. L'apprentissage collaboratif, ça rejoint un peu la collaboration professionnelle, hein, qu'on avait déjà abordée. Donc là, vous avez... Ah non, 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 je me trompe. Ici, c'est l'apprentissage collaboratif par les élèves. Et là, il faut avouer que BookWidgets ne permet pas vraiment de le faire. Quand on travaille avec BookWidgets, chaque élève a sa version de l'exercice. Et donc, sauf si vous mettez deux élèves qui vont travailler sur un appareil, ils vont pas vraiment collaborer comme on peut collaborer sur un Google Doc ou sur un document Word version en ligne avec plusieurs personnes simultanément. Ça, on l'a pas dans BookWidgets. On peut faire ceci. Vous voyez à droite des questions BookWidgets et à gauche, il y a quand même une collaboration parce que ce sont plusieurs élèves qui réagissent sur ce mur collaboratif. Et ce mur collaboratif s'appelle Padlet. C'est un autre outil, une autre application et je l'ai intégré. Donc, c'est pas du BookWidgets, mais je l'ai intégré ici dans cet exercice, dans cette feuille de travail. 3.4, apprentissage autorégulé. Là, on tombe sur des planificateurs ou sur des webquests où les élèves vont travailler individuellement et en autonomie. Et ma collègue Lucie a développé, en collaboration avec un réseau flamand, quelque chose qui s'appelle le Learning Mix, le mix d'apprentissage. En gros, c'est un modèle dans WebQuest pour
l'apprentissage en autonomie. Et je dois aller un peu plus bas parce que c'est un article de blog très long, mais voilà notre WebQuest que vous pouvez utiliser, vous pouvez le dupliquer et puis l'adapter, c'est l'idée, hein. C'est un modèle. On propose déjà des étapes, mais c'est à vous de le compléter avec votre contenu. Donc mettez le titre, mettez un peu des informations ou une introduction, puis les objectifs pour les élèves, les attentes, avec encore d'autres liens vers d'autres exercices. Et puis ici, très concrètement, qu'est-ce qu'on attend des élèves, avec quelle date limite, quelles sont les ressources qu'ils peuvent utiliser, et ainsi de suite. Et puis on va les orienter, on va les préparer. Ici, il y a un mot de passe, mais c'est, est-ce que c'était 5-0, 4-0? Voilà. Donc, je ne vais pas tout passer en revue, mais vous avez plein de possibilités ici avec ce Learning Mix. Donc, ça vaut la peine de regarder. On arrive déjà au quatrième domaine, l'évaluation. Et là, je vais passer un peu plus de temps parce que c'est un pilier important de BookWidgets. Au début, je vous ai présenté BookWidgets avec les quatre piliers. Et le dernier, c'était le tableau de correction. Parce que je disais, hein, beaucoup d'outils proposent une interactivité, mais il y en a beaucoup qui permettent à l'élève de compléter des exercices, mais où il n'y a aucun retour d'information ni à l'enseignant et même très peu à l'élève lui-même. C'est différent ici, et donc je prends un exemple d'un quiz ou une feuille de travail complétée par 5 élèves. Ici, on peut, et je précise que je suis dans l'onglet corriger. Pour ceux qui ne connaissent pas encore beaucoup Widgets, là je suis connecté en tant qu'enseignant et je suis allé sur l'onglet dans l'onglet corriger. Mais si vous travaillez avec une intégration dans une plateforme numérique, vous ne devez même pas aller sur notre site. Vous avez à l'intérieur de votre plateforme numérique normalement en lien vers la correction. Et donc ici, on a la copie de l'élève avec la plupart des questions qu'ils ont corrigées automatiquement. Je peux ajouter des remarques. Et puis, comme vous le voyez ici, on peut ajouter des remarques non seulement sous la question, mais aussi dans les réponses des élèves. Par exemple, quand il y a des fautes d'orthographe ou des fautes, ici c'est une majuscule qui manque. Vous avez une correction automatique, mais vous pouvez toujours modifier cette correction et vous pouvez changer aussi les notes manuellement. Donc l'enseignant reste le maître du jeu. Ici, c'est la même chose, mais dans un texte à trous. Et puis, j'ai cette question ouverte où les élèves ont écrit une réponse qu'on va corriger manuellement. Et est-ce qu'il y a... bah, ici, j'ai déjà corrigé le tout, donc je vais peut-être enlever une correction. Je vais de nouveau sélectionner ici. On peut écrire un commentaire, mais on a aussi ces lettres, ces codes d'évaluation: O pour orthographe, G pour grammaire, S pour syntaxe. Ici, on va dire que c'est peut-être une faute d'accord. Voilà. Et j'ai en haut ce résumé. J'ai aussi en haut la possibilité de regarder non pas au niveau de l'élève, mais au niveau de la question. Ici, j'ai toutes les réponses à la première question et je peux regrouper les réponses identiques. Et l'avantage, c'est qu'on peut écrire son commentaire une seule fois pour les 3 élèves qui ont fait la même erreur. Il ne faut pas copier-coller. Tout l'intérêt, bien sûr, c'est qu'on peut renvoyer ce feedback aux élèves, hein. Donc, quand je sélectionne tous les travaux, je peux retourner la copie PDF du travail. Quand vous travaillez avec une intégration dans une plateforme numérique, que ce soit Smart School, Teams, Classroom ou autre, dans la plupart des cas, il est possible d'envoyer ce feedback au sein de la plateforme. Donc, c'est encore plus pratique. Et puis, il y a des options plus avancées. On peut choisir de ne pas renvoyer ce feedback tout de suite, mais de le programmer à l'avance, de ne pas garder l'accès à ce feedback à l'infini, mais de mettre une date limite. Donc, le lien d'accès va expirer peut-être dans 2 jours. Il y a plein de choses avancées, mais je ne vais pas entrer dans les détails. Je vous invite à regarder notre webinaire. Vous avez le lien ici. Les points 4.2 et 4.3 sont liés, hein. Et analyser les preuves, ben, c'est les preuves d'évaluation. Vous avez
un aperçu dans le tableau de bord. Et un peu plus bas, vous avez un graphique qui vous montre un peu la distribution des résultats parmi vos élèves. Vous avez aussi, comme je disais ici, ou peut-être je l'ai oublié, vous voyez le résultat par question. Ça, je trouve très intéressant parce que je vois tout de suite que sur cette évaluation, les élèves avaient du mal avec la question 4. La question 6, je dois encore corriger manuellement, donc ça va encore changer, mais la question 1, la question 4 était très bien, 3 aussi. Donc voilà, vous avez plein d'informations ici. Et on arrive déjà à l'avant-dernier domaine qui concerne le développement des compétences numériques des enseignants, parce que le dernier, c'est plus pour les élèves. Et il y en a un qui est souvent un peu oublié, mais qui est important, c'est l'accessibilité et l'inclusion, parce que voilà, il y a des élèves qui ont des difficultés d'accès à certaines ressources numériques pour diverses raisons. Et beaucoup d'aides proposent des options qui favorisent l'accessibilité. On a notamment des options de mise en page et il y en a un qui a été ajouté il n'y a pas très longtemps quand on écrit du texte ici dans une question. L'espace entre les lignes, donc l'interligne, on peut l'augmenter. Et là, c'est prouvé que c'est quelque chose qui augmente la lisibilité de, du texte, notamment pour des élèves dyslexiques. On nous pose parfois la question sur des polices qui seraient mieux pour les élèves dyslexiques, mais il n'y a aucune étude qui l'a prouvé que ces polices seraient réellement meilleures. Donc c'est la raison pour laquelle on ne les a pas encore ajoutées. Cela dit, il y a une police qui s'appelle Monaco. Donc, quand vous changez la police ici, vous prenez police et puis Monaco. Je suis déjà trop loin. Voilà. Il y a des enseignants qui préfèrent la police Monaco, notamment pour le A. Quand on compare au A de notre police par défaut, ben, on voit que le rond du A est plus grand. Ça ressemble plus à un A comme on l'écrit quand on doit écrire avec un stylo. Donc parfois, cette police est privilégiée. C'est toujours bon à savoir. Il y a notre fonction de synthèse vocale, notre correcteur orthographique et plein d'autres possibilités. Je vais quand même montrer le, ça c'est pour tout à l'heure, le lecteur, la synthèse vocale, c'est sous Général. Vous allez sur Sélection de texte et synthèse vocale, vous le sélectionnez. Et puis vous dites utiliser la synthèse vocale du navigateur en français. N'oubliez pas de le mettre en français. Et il n'y a pas de langue secondaire. Si mon widget est dans deux langues, je peux l'ajouter, cette deuxième langue. Et voilà, les élèves pourront sélectionner le texte et l'écouter. Ah, là, c'est clairement en anglais. Je vais regarder. Pourtant, je l'ai mis en français. Je vais revérifier. J'habite à Monaco. Ah, là, c'est déjà mieux. Voilà. Je vais vérifier encore une fois avec le français de Belgique. Et je suis pas sûr si vous l'entendez bien parce que j'ai un micro qui coupe assez bien les sons d'arrière-plan. Question one, text multiple choice question. Have I date? Non, là, clairement, quand je prends français de Belgique, et c'est peut-être un bug ou un souci au niveau de Chrome à vérifier, mais il me met il va le lire en anglais. Oui, même chose ici. Ok, à vérifier. Je vais noter ça quand même. Euh, mais sachez que cette fonctionnalité existe pour l'instant. Prenez pas le français de Belgique, mais le français normal. En ce qui concerne l'accessibilité, encore une fois, je n'aurai pas le temps de vous présenter toutes les options en détail.
mais sachez qu'on a écrit un article et Vincent Léon, que vous connaissez peut-être, c'est un APLS qui est presque entièrement aveugle et il nous a aidés et il m'a conseillé un peu pour la rédaction de cet article sur les options qu'on propose pour améliorer la lisibilité euh, de, de vos widgets, hein. Donc, n'hésitez pas à regarder ça. Et le deuxième lien, c'est notre VPAT. C'est un terme anglais, mais c'est un document très détaillé qui précise en quoi nous proposons des solutions pour augmenter l'accessibilité. Le deuxième point à lier, mais même si c'est pas entièrement la même chose, c'est la différenciation. On a déjà fait un webinaire sur la différenciation, mais ça date d'il y a 2022, je crois. Donc on va le refaire en janvier ou février 2026. C'est pas encore sur notre site web, mais ça arrivera bientôt. On a plein de fonctionnalités comme la synthèse vocale, la calculatrice, le bloc-notes on va pouvoir créer deux versions d'un exercice et l'activer pour certains élèves et pas pour d'autres. Donc voilà, vous allez retrouver ça dans ce webinaire qui sera organisé bientôt. Et le 5.3, ben, il était aussi parmi les compétences qui sont très liées à beaucoup de JETS, hein. C'est augmenter l'engagement des élèves, surtout si vous faites des activités comme ici où c'est encore très visuel et où on va travailler différentes compétences, où ils vont écouter. Ah, ça, je l'ai déjà complété, donc je vais effacer. Où ils vont d'abord écouter un texte, puis compléter des questions, parfois même faire des annotations sur une image, etc. Ben, vous allez faire participer activement les apprenants. Le domaine 6, comme je disais, ça c'est plus pour les élèves. On va en quelque sorte enseigner les compétences numériques aux apprenants ou faciliter la compétence numérique des apprenants parce qu'ils ont grandi dans un monde numérique, mais ils ne sont pas forcément ni experts, même pas. Parfois, il y a même des fonctions de base qu'ils ne maîtrisent pas toujours. Il ne faut pas partir de l'idée que, comme ils sont nés avec un smartphone dans leurs mains, qu'ils vont maîtriser toutes les compétences liées au numérique. Et donc, première compétence importante, c'est l'éducation aux médias. Il faut intégrer des activités et des évaluations qui vont aider les élèves à développer ces compétences, à développer un esprit critique pour traiter l'information et les médias. Je ne dois pas vous raconter dans le monde où on vit actuellement avec des IA et des fake news que c'est une compétence importante. Qu'est-ce qu'on peut vous proposer avec beaucoup de Jets? Ben, ici, beaucoup de Jets, tout au long de ce domaine 6, va plutôt être l'outil pour faire des activités, pour travailler sur ses compétences avec ses élèves. Et on a fait un article de blog qui a été mis à jour récemment sur le fact-checking. Donc ça, c'est déjà une première chose. Dans nos articles de blog, tout est toujours en anglais, mais ça peut être intéressant de regarder quand même parce que tout ce qu'on crée, il y a un groupe où tous les exercices qu'on propose ici, vous allez pouvoir les trouver. Le groupe, le lien est souvent tout en bas. Donc, je vais regarder. Et s'il n'y a pas de lien, je vais faire un commande F. euh, Group. Non. Alors, dans ce cas-là, ce qu'on peut souvent faire, c'est ici. Je me dis que ça, c'est une chouette activité. Souvent, c'est le lien de l'enseignant. Voilà. Je vais quand même noter qu'on va mettre le lien vers le groupe euh, aussi dans cet article de blog. Voilà. Mais ici, vous pouvez faire une copie et traduire éventuellement l'exercice ou vous allez juste voir pour trouver de l'inspiration. Donc, il y a celui-là et il y a aussi un blog sur le Safer Internet Day, c'est au mois de février. Donc, c'est peut-être intéressant de regarder si cette période-là, vous voulez faire quelque chose sur l'éducation aux médias, par exemple. Vous trouverez de chouettes exercices également ici, notamment ici des images qui ont été truquées. Comment est-ce qu'on peut le voir que ces images ont été truquées?
Collaboration numérique, là je me répète, hein, les élèves vont pas forcément dans beaucoup de sites même pouvoir collaborer, mais on peut parfois soit intégrer, comme je l'ai fait ici, un Padlet dans beaucoup de jets, soit voilà, vous donner une consigne à faire en binôme ou en petit groupe dans beaucoup de jets, mais ils vont pas, dans beaucoup de jets même, ils vont pas utiliser beaucoup de jets comme l'outil de collaboration forcément. Le 6.3, création du contenu numérique. Là aussi, beaucoup de Jets n'est pas forcément l'outil où les élèves vont créer du contenu. C'est un outil qui permet aux enseignants de créer le contenu, mais beaucoup de Jets peut guider les élèves. Si vous créez, par exemple, ici, on a une checklist sur l'écriture, la rédaction d'un essai. Et donc, on va proposer aux élèves différentes étapes. Ils vont pouvoir cocher. Voilà, BookWidget n'est pas le logiciel qu'ils vont utiliser pour écrire cette rédaction, mais ça va être quand même un guide utile, cette checklist. Une utilisation responsable du numérique, bah, c'est important aussi. Le numérique est partout, mais il y a notamment l'interdiction des smartphones. On peut déjà parler avec eux pourquoi il y a cette interdiction, hein. C'est un sujet à discuter en classe. Et qu'est-ce qu'on propose ici? Bah, c'est la même chose que tout à l'heure. Le Safer Internet Day, donc ce sont des widgets que vous pouvez utiliser, ou en tout cas, vous pouvez utiliser les idées pour parler de ces thématiques de l'utilisation responsable de numérique. Il y a notamment un court-métrage sur le cyberharcèlement, donc c'est intéressant. Et je pense qu'on arrive au dernier, la résolution de problèmes numériques ou avec le numérique, c'est travailler la compétence de résolution de problèmes, hein. On peut le faire, notamment quand on est enseignant de sciences, on peut faire des simulations interactives. Ce que vous allez voir ici, c'est une feuille de travail fractionnée. Et ce qu'on voit à gauche n'est pas du BookWidget, c'est un simulateur en ligne qui s'appelle PhET, P-H-E-T, qui a été développé par une université américaine qui me permet de faire des simulations. Donc là, je suis en train de créer un circuit électrique. Voilà, ça fonctionne. Je peux faire une capture d'écran. Ça, déjà, pour certains élèves, c'est quelque chose à leur apprendre, hein, comment faire une capture d'écran, comment l'enregistrer correctement et comment ensuite le téléverser vers la question 1 ici, qui est une question beaucoup de jets, où on va leur demander de l'importer. Donc là, résolution de problème à la fois parce que j'ai une simulation qui me demande de résoudre un problème, mais aussi le fait de faire une capture d'écran correctement et ainsi de suite. Et pour aller encore plus loin, on a des jeux d'évasion créés avec beaucoup de jets où vraiment ils vont utiliser différentes techniques de résolution de problèmes numériques et non numériques pour trouver des solutions. Donc voilà, regardez notre webinaire sur les jeux d'évasion si cela vous intéresse. Et j'arrive au bout du webinaire, un peu plus court que d'habitude. C'était un peu un autre format aussi, mais je pense que c'était intéressant de quand même parler de ce cadre Ditchcomp Edu. Merci d'avoir assisté à ce webinaire. Comme toujours, vous avez les liens vers notre adresse mail pour nous contacter en cas de questions, vers les webinaires, les tutoriels, le groupe Facebook francophone. Le knowledge base, il est en anglais et le blog, il est en anglais aussi.